Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, nous allons aborder une conférence sur la culture. Lina nous parlera d'une artiste qui s'appelle Rosa Bonheur. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adaptia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Paris avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Donc, si vous nous écoutez en direct, vous aurez le bonheur, comme le nom de la visioconférence, de pouvoir poser vos questions à Lina à la fin de la présentation. Sinon, si vous nous regardez en replay, vous pourrez nous envoyer un petit mail si vous avez la moindre question. Et l'idéal, c'est de vous inscrire pour participer en direct à nos visioconférences sur movadom.eventbrite.com. Alors, Marie-Claude qui nous entend et le son est faible. Alors, essayez de monter le son un petit peu, Marie-Claude. Donc voilà, moi je suis Pascal, je suis là pour répondre à vos problèmes, essayer de résoudre vos problèmes techniques comme nous en avons en direct avec Marie-Claude. Et puis sinon, donc pendant la conférence de Lina, vous pourrez poser des questions dans la barre de conversation et j'interromprai Lina pour qu'elle puisse y répondre. Sinon, vous les gardez et à la fin, on fera un petit échange. Lina, je te laisse prendre le contrôle de la présentation, te présenter et nous présenter Rosa Bonheur. C'est parfait. Est-ce que ça fonctionne pour tout Ça le monde? fonctionne très bien. C'est très bien. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je suis donc Lina Beignot de Valmont. Je suis guide conférencière depuis de nombreuses années, donc plutôt dans les musées d'ailleurs, et de temps en temps, grâce à Movadom, donc par visioconférence. Donc j'ai déjà cette année, j'ai travaillé donc au musée d'Orsay pour présenter justement cette très belle exposition Rosa Bonheur qui a eu lieu à l'automne dernier. Et j'ai travaillé entre autres pour l'exposition Frida Kahlo, donc au musée de la mode. J'ai travaillé également au musée Jacques Marandré pour une exposition sur un peintre anglais qui s'appelle Fuseli. Et entre autres aussi, je vais travailler prochainement, très prochainement, au Petit Palais pour une autre artiste, mais d'un autre genre, qui s'appelle Sarah Bernard, et dont vous avez probablement entendu parler, et d'ailleurs qui est assez contemporaine donc de Rosa Bonheur. Donc voilà, donc on va donc découvrir ce monde de Rosa Bonheur, déjà un joli nom qui nous porte déjà dans les limbes. Et donc Rosa Bonheur, comme vous le voyez sur donc cette très belle affiche de l'exposition qui s'est déroulée donc au musée d'Orsay, est née en 1822 et va mourir en 1899, donc à Bitomery, c'est-à-dire en région parisienne, près de Fontainebleau. Rosa Bonheur, vous voyez, le bicentenaire de sa naissance était donc à l'automne dernier. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'événements autour d'elle. Je vais vous montrer donc la slide suivante qui vous montre un très joli portrait d'elle. Elle est née donc en 1822 à Bordeaux, dans la région bordelaise, et son père est un artiste paysagiste, professeur de dessin, bordelais d'ailleurs, et sa mère est une jeune femme qui s'appelle Sophie, qui vient d'un milieu assez de la petite noblesse et qui donc est très cultivée, adore la musique et qui va donc avoir 4 enfants avec Monsieur Bonheur qui est son professeur de dessin. Donc voilà, c'est grâce à Edmond Bonheur Sophie apprend le dessin et donc elle va épouser son professeur de dessin et donc elle va avoir 4 enfants, donc Marie-Rosalie, parce qu'elle ne s'appelle pas Rosa comme nom de baptême, mais Marie-Rosalie est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Donc voilà, donc en fait l'histoire de Rosa Bonheur est assez intéressante parce que c'est une femme peintre animalière qui a eu un succès extraordinaire donc de son vivant, donc au 19e siècle, et qui est tombée dans l'oubli corps et bien, je dirais, à sa mort en 1899. Et il y a une vingtaine d'années, grosso modo, qu'on retrouve donc cette peintre et qu'on s'intéresse à elle et qu'il y a eu elle a eu un succès fou ces dernières années. Il y a eu une grande exposition rétrospective donc en 2022 pardon,
donc à Bordeaux, qui est sa terre natale, donc une grande rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et cette grande rétrospective est arrivée au Musée d'Orsay donc à l'automne dernier, et s'est terminée donc au mois de janvier. Voilà, et donc cette femme qui est tombée dans l'oubli complètement après sa mort. Pourquoi? D'abord parce que c'est une femme, d'autre part parce que c'est un peintre animalière, donc on fait peu de cas de ce genre de style, d'autre part parce qu'elle est assez académiste. Donc, ça n'intéressait pas au moment où justement où on s'intéresse un peu à l'art moderne. Et d'autre part parce qu'elle aussi, elle est sortie des radars du point de vue de l'histoire de l'art français. Mais c'est bien de sa faute. Et résultat, elle s'est fait oublier corps et biens. Et donc, ce n'est qu'il y a une vingtaine d'années que son image ressurgit et que cette année, elle a pris énormément d'ampleur. Donc voilà, donc là, c'est un très joli portrait d'elle. Donc, elle a à peu près 30-35 ans sur ce portrait. Vous voyez la jeune femme, donc posant, avec le regard tourné donc vers le lointain. Elle ne nous regarde pas. Elle a les cheveux courts, ce qui est rare pour une femme de cette époque. Donc, elle portait les cheveux courts. Elle a une très belle toilette, tout à fait dans le style de l'époque. Elle se fait portraiturer, non, elle se fait portraiturer par Édouard Dubuff en plein air. Et c'est elle qui va réaliser le bœuf sur lequel elle pose la main. En fait, Dubuff voulait faire un portrait d'elle, mais donc il l'a commencé, donc on voit justement donc ce portrait d'elle, et il l'avait présenté dans un intérieur, posant la main sur une console. Elle déteste ce genre de portrait, et donc elle a dit à Dubuff qu'elle allait changer le tableau elle-même, et donc c'est pour ça qu'il y a une double signature sur ce tableau, et qu'elle allait elle-même dessiner, enfin peindre le buffle donc, que l'on voit, et qui nous regarde par contre, lui nous dévisage. Vous voyez qu'elle a la main posée sur ses poils. Elle tient un pinceau et on a même ses doigts qui s'enfouillent un peu dans les poils de l'animal, et elle porte de l'autre côté un carton à dessin. Donc voilà, on a vraiment l'artiste là dans toute sa splendeur. Et vous voyez aussi un petit clin d'œil, Édouard Dubuff. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu réaliser un bœuf sur lequel elle s'accoude dans ce très beau tableau qui est au musée d'Orsay. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de sa famille. On va passer à l'image suivante. Voilà la fratrie Bonheur sur la gauche. Donc, Monsieur Bonheur épouse Sophie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme la vie est rude dans la région bordelaise, Monsieur Bonheur décide de quitter sa famille et d'aller à Paris. Donc là, il espère évidemment trouver des cours et pouvoir s'installer pour ramener un petit peu d'argent pour nourrir ses 4 enfants. Et donc, c'est un petit peu difficile. Nous sommes dans les années, à peu près, pour que je ne me dise pas de bêtises, mais dans les années 1828. Et Madame Bonheur et ses 4 enfants vont le rejoindre l'année suivante, en 1829. La vie est difficile et Monsieur Bonheur va s'intéresser au saint-simonisme. Le saint-simonisme est un mouvement qui est à la mode à ce moment-là et qui propose une certaine émancipation, autonomisation, un désir de conquête où on enfreint toutes les libertés. Il y a le sens de l'égalité des sexes où la femme joue un rôle très important. Et il rentre, je dirais, presque dans une secte, donc à ce moment-là, abandonne sa femme et ses enfants. Et Madame Bonheur est obligée donc d'élever toute seule donc ses 4 enfants que l'on voit sur la photo à gauche, avec Marie-Rosalie, donc, qui est l'aînée, qui trône devant nous. Et c'est à elle qu'on va s'intéresser. Vous voyez qu'elle prend le plus de place sur la photo. Une sœur, Juliette, que vous voyez à l'arrière, et 2 autres frères, dont les noms sont Isidore et Auguste. Donc cette pauvre femme, Sophie, va s'acharner à la tâche pour nourrir sa tribu, pendant que monsieur, lui, s'inspire du saint-simonisme avec d'autres personnages. Et elle va mourir, en fait, très vite, en 1833, pardon, et les enfants sont encore très petits. Et Marie-Rosalie n'a que 11 ans. Donc, c'est un choc pour Marie-Rosalie. Et donc, monsieur va revenir au foyer et va se retrouver seul avec donc cette petite tribu encore très jeune.
Et monsieur va donc essayer de placer Marie-Rosalie dans différents endroits pour qu'elle reçoive une éducation, mais elle rechigne à tout ça, ça ne l'intéresse absolument pas, elle ne rêve que de dessiner, de peindre, etc. Elle sait que, évidemment, elle connaît elle connaît un petit peu les mérites de son père, qui est un grand professeur de dessin et un paysagiste, elle ne souhaite qu'une chose, c'est d'apprendre à l'aune de son père. Donc elle fait des caprices pour revenir au foyer, et son père, donc à l'âge de 13 ans, décide de la prendre bel et bien dans son atelier. Et les frères et sœurs vont tous faire des carrières artistiques, peintres ou sculpteurs. Les garçons seront sculpteurs et les femmes seront dessinatrices ou peintres comme Marie-Rosalie. Donc, vous voyez, c'est vraiment un atelier familial qui va donc émerger à ce moment-là. Et donc, Marie-Rosalie va être formée par son père, qui est un travailleur très, très intense, qui va vraiment s'acharner au travail et qui va la former avec beaucoup d'assiduité. Donc, voilà, vous avez une photo de la famille sur la gauche et sur la droite, c'est une autre photo dont je vais vous parler maintenant, qui représente d'ailleurs Rosa Bonheur et une femme qui s'appelle Nathalie Mikas. Donc très vite après la mort de Madame Bonheur, donc Sophie Bonheur en 1933, Monsieur Bonheur va rencontrer par le plus grand des hasards une famille qui s'appelle la famille Mikas. Un beau jour, arrive dans son atelier Monsieur et Madame Mikas avec leur jeune fille Nathalie, qui est un petit peu plus jeune que Marie-Rosalie et qui est fille unique, très malade et dont les parents veulent absolument qu'un peintre comme Monsieur Bonheur saisisse le portrait parce qu'ils ne savent pas si sa vie va être bien longue. Donc arrive la famille Mikas qui demande donc ce portrait à Monsieur Bonheur et Monsieur Bonheur s'y emploie. Et les deux jeunes femmes se rencontrent, Nathalie et Marie-Rosalie. Et là, c'est une amitié soudaine qui apparaît et qui va durer 40 ans. Si bien que, en fait, Nathalie Mikas, plus tard, adoptera, je dirais, Marie-Rosalie qui est orpheline de mère et qui sera orpheline de père un petit peu plus tard. Et Marie-Rosalie va venir s'installer chez les Mikas et il y a donc un tandem qui se forme entre Rosa Bonheur et Nathalie Mikas, dont on parlera tout à l'heure, mais qui a été extrêmement précieux pendant toute la vie de Nathalie qui mourra 10 ans avant Marie-Rosalie. Donc voilà, je voulais vous en parler maintenant pour vous situer un peu la personnalité de cette Rosa Bonheur. Et nous rentrons dans le vif du sujet avec donc ce tableau qui s'appelle Les Deux Lapins, qui date de 1840 et qui est en fait la première œuvre que Marie-Rosalie va présenter donc au salon. Vous savez que le salon est presque un passage obligatoire à cette époque-là pour s'annoncer comme artiste. Et son père, évidemment, l'encourage assidûment, voyant son talent, à présenter une œuvre au salon. Et ça va être donc ce tout premier tableau, qui est un petit format, assez obscur. Peut-être ma photo n'est-elle pas très bonne, mais je n'ai pas trouvé autre chose, qui représente les deux lapins. Alors très vite, vous voyez bien que Marie-Rosalie, qui a grandi dans sa petite enfance dans la région de Bordeaux, est très amoureuse donc de la nature. Elle a vécu ses premières années dans un château près de Bordeaux, chez le tuteur de sa mère. Et là, elle vit en plein air, elle est vraiment au contact de la nature, au contact de tous les animaux, des champs, etc. Et tout ça va vraiment la marquer. C'est pour ça que cette arrivée brutale à Paris, alors qu'elle n'a que 8 ans, va être pour elle vraiment extrêmement dure parce que la ville, comparée évidemment aux joies de la campagne, sont difficiles à accepter pour elle. Total, voilà, le premier tableau qu'elle va présenter au salon, ce sont ces deux lapins. Alors c'est une œuvre qui va être finalement appréciée, qui fait penser un petit peu aux petites fables de Béatrix Potter, pour ceux qui connaissent cette grande écrivaine anglaise. Et on voit deux lapins très duveteux, l'un un peu timide, l'autre plus audacieux, qui s'approchent de la carotte, etc. Et on voit donc cette sensibilité à l'animal, au regard aussi, on voit vraiment l'importance de l'œil dans cette manière de présenter l'animal. Et donc, c'est un premier succès pour Rosa Bonheur. Son père en est extrêmement fier. Elle poursuit. Elle aime aller dans la campagne, comme vous le voyez.
elle sillonne la France autant qu'elle faire se peut, souvent accompagnée par Nathalie Nicasse, justement, qui est sa chère amie. Et elle va notamment dans le Nivernais et elle va faire ce tableau, le labourage. Le labourage, c'est un peu le bonheur est dans le pré. En fait, tout se passe bien, on a un joli ciel dégagé, enfin à moitié dégagé, et quelques nuages, mais qui n'ont pas l'air de troubler l'affaire. On a un champ magnifique dont on voit déjà la manière dont elle traite la terre. On voit le modelé de la terre. Et qu'est-ce qu'on a? Une charrue tirée par un père qui n'a pas l'air de se donner trop de mal, mais avance tout doucement. Et donc les chevaux qui tirent la charrue et son petit garçon qui est installé sur le cheval au premier plan et qui regarde son père. Il ne veut pas du tout tomber. Enfin, tout est harmonieux, tout va bien. Des oiseaux dans le lointain. Bref, vraiment, elle a beaucoup de plaisir à peindre donc des vues des champs, et elle met à l'honneur cette campagne française qui lui est extrêmement chère. Et elle va recevoir de l'État, parce que finalement sa cote, je dirais, augmente au salon, une commande qui va être donc celle-ci. Il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Le Sombrage, voilà, qui date de 1849. Il faut que je vous dise donc, que son père l'encourage toujours. Il va mourir cette même année 1849, mais il lui dira plusieurs fois en secret, il faudrait que tu puisses égaler ou rivaliser avec Madame Vigée-Lebrun. Vous voyez, même si Madame Vigée-Lebrun est donc la portraitiste de Marie-Antoinette, mais qui était une femme extrêmement connue de son temps et qu'elle s'est plutôt concentrée dans les portraits féminins surtout et masculins un petit peu, elle était une référence, et donc pour son père, il voulait qu'elle soit la Vigée-Lebrun du monde animalier, donc du 19e siècle. Donc elle reçoit cette commande de l'État, le Sombrage, que son père ne verra même pas et qui va être applaudi, et donc qui va être une fameuse commande de l'État. Là encore, on est dans une image assez proche de la précédente, en plein champ, un très joli ciel, on voit la campagne française radieuse, et on a donc ce troupeau de bœufs qui donc traîne une charrue, vous voyez, donc poussé par des hommes, et on voit un autre petit troupeau dans le lointain qui suit, et vous voyez encore la manière dont elle a réussi à rendre la ductilité de la terre. Vraiment, on a l'impression qu'on pourrait la toucher et la modeler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'intéresse donc aux animaux. Là, on a 3 paires donc, de bœufs, dont pour des spécialistes, ils peuvent justement connaître la race de chaque bœuf. Il faut le faire. Moi, je ne pourrais pas, mais des vétérinaires qui s'y connaissent pourraient le faire. Et on découvre à quel point Rosa, justement, qui depuis son premier succès des lapins va signer finalement Rosa. Rosa étant le surnom que lui donnait sa mère quand elle était enfant, et sa mère qu'elle adorait, donc qui signe Rosa Bonheur désormais, connaît le monde animal. Elle passe sa vie à scruter ce monde animal depuis sa plus tendre enfance, et elle sait parfaitement rendre, si vous voulez, déjà la corpulence, la fourrure, le regard, tout. Elle a vraiment une parfaite maîtrise de tout. Et là, donc, c'est une scène un petit peu, justement, un peu brutale, parce que vous allez voir que, en fait, l'un des buffles est quand même un petit peu mise à mal par, justement, la personne derrière, qui est en train donc de passer un aiguillon, de lui planter un aiguillon, et pour le faire avancer, justement. Et vous voyez le buffle dont on voit justement la bave couler de ses naseaux, et le regard aussi tourné vers nous, comme s'il nous prenait à partie et voulait justement nous provoquer en nous disant « mais pourquoi est-on si maltraité » en quelque sorte. Donc on a vraiment voilà, cette espèce de conflit entre l'homme et l'animal que Rosa Bonheur va avoir de cesse de mettre en valeur pour, je dirais, prendre la protection du monde animalier. Donc, vous voyez ce réalisme absolument incroyable que l'on aperçoit sur ce tableau, et qui va évidemment faire couler beaucoup d'encre, parce que ça va avoir beaucoup de succès. Il y a un artiste qui s'appelle Cézanne qui déteste Rosa Bonheur et qui ne comprend pas qu'on puisse être aussi réaliste. Voilà. Et Cézanne est un grand peintre donc, de l'époque. Donc voilà, très jaloux, enfin peut-être pas jaloux, mais en tout cas très critique par rapport au savoir-faire de Rosa, qui a une parfaite maîtrise du paysage, de l'animal et de la lumière.
Rosa va avoir beaucoup de succès. Et là, une œuvre majeure, le marché aux chevaux. Donc ça, c'est très important parce que le marché aux chevaux, c'est un peu une œuvre charnière. Et en fait, c'est une commande de l'État. La cote de Rosa ne cessant de grimper, un jour, elle reçoit la visite du duc de Morny, donc, qui est un peu le ministre des Beaux-Arts, et cousin, non pas cousin, demi-frère de Napoléon III, et qui vient voir Rosa, tellement son prestige est grand, pour lui faire une commande d'État, mais de grand format. Vous voyez, si vous voyez je vous ai mis la taille de cette toile, 244 par 506, donc ça fait 2,40 m sur 5 mètres et quelques. Donc c'est vraiment un très grand tableau, qui est une commande donc, de l'État à Rosa Bonheur. Nous sommes dans les années 1852 et Rosa a décidé de demander une faveur particulière, à savoir, elle va demander une permission de travestissement. Rosa est donc fermement résolue à être peintre du monde animalier. Et pour être peintre du monde animalier, il faut aller en pleine nature, ou aller dans des écuries, ou aller dans des étables, ou aller dans des endroits où être en robe, comme c'était l'habitude à l'époque, est quand même pas très fonctionnel. Et pour cela, il fallait demander une autorisation à l'État, un permis de travestissement qu'il fallait demander auprès de la préfecture. C'est rare, mais voilà, c'est comme ça que l'on procède à l'époque. Une autre femme aime se promener également en pantalon et se travestit, c'est George Sand. Elles sont contemporaines, hein. Elles sont tout à fait contemporaines. Et donc Rosa Bonheur obtient de la préfecture ce permis de travestissement. Donc, elle pourra désormais porter le pantalon officiellement et donc aller se rendre dans les écuries, etc. Et comme elle baigne dans un monde totalement masculin, au moins, elle passe relativement inaperçue. Relativement. Donc voilà, donc elle profite de cette de ce nouveau droit pour donc s'adonner à peindre notamment des chevaux. Alors le duc de Morny lui demande une commande de l'État et elle propose deux formules. Elle propose un premier tableau, elle lui montre d'ailleurs un dessin d'un futur tableau qui s'appellera La Fenaison, et un deuxième tableau qui est celui-ci, Le marché aux chevaux. Le duc de Morny lui demande de faire pour l'État la fenaison. Pourquoi lui demande-t-il de faire la fenaison? Parce que Rosa est très douée pour réaliser, comme vous l'avez vu précédemment, des bœufs, etc. Et que le duc de Morny pense lui-même que la peinture animalière des bœufs, des vaches, je dirais c'est pas des animaux domestiques, mais c'est des animaux de ferme, sont à la portée d'une femme. Il n'imagine même pas qu'une femme puisse s'attaquer au monde équestre. C'est un travail d'homme et donc il ne pense pas que Rosa puisse réaliser ce genre de choses. Et comme Rosa, en fait, avait déjà bien avancé sur ce projet du marché aux chevaux qu'elle avait ébauché et qu'elle avait présenté au duc de Morny, elle lui demande de finir le marché aux chevaux avant de s'attaquer à la fenaison, donc commande du duc de Morny. Donc elle réalise ce marché aux chevaux et là c'est un succès un tel succès que le duc de Morny, fou furieux, j'exagère, lui demande d'échanger, donc de récupérer le marché aux chevaux à la place de la fenaison. Et Rosa refuse. Voilà, refuse en disant c'est trop tard, ceci va partir ailleurs et tant pis pour vous, en quelque sorte. Donc voilà, donc vous voyez le succès de cette œuvre qui est gigantesque. Donc là, on est parti des deux lapins qui étaient un petit tableau qui devait faire à peu près, je dirais, 40 sur 50 cm. Et là, on arrive à 2,40 m sur 5 mètres et quelques. Et vous voyez, là, c'est de la peinture d'histoire. Donc, on est dans une autre dimension. Et la peinture d'histoire à la cote. Et évidemment, au salon, ce type d'œuvre qui est gigantesque ne passe pas inaperçu. Autant les deux lapins pouvaient passer inaperçus, autant celui-là, c'est absolument impossible. Et en plus de ça, cette femme s'est rendue dans les écuries, à analyser le monde équestre qu'elle connaît presque par cœur. Et elle a réalisé cette scène très parisienne du marché aux chevaux qui se déroule boulevard de l'Hôpital, c'est-à-dire dans le 5e. Et on reconnaît, je ne sais pas si vous voyez au fond là, si ma souris marque sur la gauche, on aperçoit le dôme de la Salpêtrière. Voilà, le dôme de la Salpêtrière. Et puis cette avenue, vous voyez, avec cette diagonale formée par les arbres, et devant donc des chevaux, ce qu'on appelle des percherons. Les percherons sont une race extrêmement
enfin, des chevaux extrêmement forts, puissants, je dirais violents en quelque sorte. Et là, on voit donc un sorte de combat, enfin en tout cas une tentative de maîtrise des chevaux qui s'emballent pour la plupart. Et l'homme, donc, qui les retient, il y a une sorte d'agressivité de l'un par rapport à l'autre, etc. Et c'est encore une occasion pour Rosa de montrer cette dualité entre l'homme et l'animal. Et justement, point d'interrogation, est-ce que c'est si bien que ça en quelque sorte, quoi. Alors, on a quelques chevaux relativement paisibles. Là, sur le côté, vous voyez, l'homme, là, à gauche, n'a pas l'air de se donner trop de mal pour retenir son cheval. Par contre, il y a une mêlée au milieu, où, avec donc ces couleurs contrastées de chevaux et ces hommes qui essayent de prendre le pouvoir, mais qui n'y arrivent guère, en quelque sorte, on voit à quel point la tâche est difficile. Alors, il faudrait que je vous montre mon zoom, mais je ne retrouve plus ma petite flèche flûte. Où a-t-elle disparu? Que se passe-t-il là? Alors, si tu cliques au Ça y milieu. est, je l'ai retrouvé. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit zoom justement sur ce combat entre l'homme et l'animal. Vous voyez donc la fureur des bêtes qui s'emballent, la manière aussi dont elles montrent les regards. Vous voyez le regard de l'animal, le regard de l'homme derrière. Il y a vraiment un jeu voilà, dans les regards et évidemment dans les gestes qui est extrêmement prononcé chez Rosa Bonheur. Donc vous voyez, donc cette toile va avoir un succès faramineux. Et à tel point que, à ce moment-là, un marchand d'art qui s'appelle Ernest Gambart, qui est d'origine belge, mais qui va être très attaché à l'Angleterre, va se proposer comme étant un peu le mentor et le marchand d'art de Rosa Bonheur. Donc là, tout arrive un peu en la bousculade, tellement le succès est grand. Et Ernest Gambart va donc s'emparer du tableau et le présenter en Belgique, puisqu'il est belge pour commencer, donc grand succès. Il va l'emmener à Bordeaux, terre natale de Rosa, pour le présenter et propose donc au musée de Bordeaux de l'acheter. Il refuse. Et après, il emmène le tableau en Angleterre. Et là, donc le tableau va arriver à Londres, puis il va faire tout un parcours vers le nord jusqu'en Écosse. D'ailleurs, Rosa va rejoindre donc ce voyage et il va y avoir un succès, mais incroyable. Ce succès va être tel que, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le tableau qui n'a même pas pu venir à l'exposition d'Orsay, tellement il est grand et intransportable, mais il y avait de nombreuses gravures et reproductions de ce tableau, est aujourd'hui au Met, donc au Metropolitan Museum de New York, et il est rentré au Metropolitan Museum de New York du vivant de Rosa Bonheur. Donc, c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc, c'est vraiment une prouesse absolument extraordinaire et qui va la lancer de façon définitive à partir de la réalisation donc, du marché aux chevaux. Nous sommes dans les années 1855. Donc, comme je vous l'ai dit, le marché aux chevaux va faire décoller sa carrière. Gambart va évidemment mettre un coup d'accélérateur là-dessus parce qu'il a bien senti que Rosa était quand même quelqu'un d'impressionnant et extrêmement doué. Et donc embarque le tableau pour l'Angleterre et Rosa va donc emboîter le pas et rejoindre donc cette Angleterre. Elle adore l'Angleterre et à chaque fois, elle est reçue finalement tapis rouge à Londres, même par la famille royale. Tout le monde est impressionné par son talent de cette femme peintre quand même qui arrive à faire des réalisations incroyables. Et donc, elle va faire tout un voyage, tout ça avec Nathalie Mikas, que je vous ai présenté tout à l'heure, vers le nord de l'Angleterre. Elle va aller en Écosse. Alors là, c'est un coup de foudre pour l'Écosse. C'est vraiment une région... La météo, le climat, les scènes paysagères, les animaux, la population, tout l'emballe. En plus, toute son enfance, elle a été bercée par les contes de Walter Scott et de Ossian, qui ont donc façonné son imaginaire. Et elle arrive dans un territoire qui la séduit complètement. Et là, elle va faire donc de nombreux relevés. Donc les tableaux seront réalisés en atelier par la suite. Mais vous voyez, donc comme celui-ci, changement de pâturage, je trouve que c'est une poésie incroyable. On a donc cette barque
dans lequel sont montés tout un troupeau de moutons. Vous voyez comme c'est beau, on voit même la laine des moutons, leurs cornes, etc. Avec donc les petits Écossais qui tiennent les rames, et puis le chef des bergers qui est au premier plan, que l'on voit de dos et qui lui tient à une sorte d'écharpe justement en tissu écossais. On devine les vaguelettes de ce loch très paisible ce jour-là, le beau paysage dans le lointain avec ce ciel doré, et on voit donc ce changement de pâturage. Donc on embarquait les animaux dans des barques et on les amenait vers une autre destination, et on voit qu'il y a un autre bateau dans le lointain qui fait évidemment la même chose. Donc c'est vraiment une coutume là-bas d'emmener les animaux d'un point A à un point B pour changer de pâturage. Donc voilà, une image très séduisante, et encore ce goût donc pour les animaux. Vous voyez, on a vu des bœufs, on a vu des chevaux, maintenant ce sont des moutons. Enfin bref, la variété de ces peintures animalières est quand même assez extraordinaire. Donc toujours en Écosse. Alors là, ce n'est plus une peinture à l'huile, mais c'est donc un fusain. Cette œuvre est une commande de Gambart, donc qui la poursuit. Et vous voyez quand même un grand format, 1,20 m sur 2,20 m. Et on voit là encore donc de l'eau, un joli paysage dans l'arrière-plan, un ciel donc légèrement nuageux, et je dirais presque ce changement aussi de pâturage pour les bœufs, avec les bergers sur la droite qui donc guident le troupeau, qui monte donc progressivement sur le rivage. Et vous voyez donc la manière dont elle décrit chaque mouvement comme un peu un dessin animé de ces bœufs. On voit l'eau qui s'égoutte de leur pelage. On voit aussi, presque on entend le bruit de leur meuglement, on entend le bruit de l'eau, on voit les efforts en fait des bœufs sur la gauche là. On voit l'effort de l'animal pour grimper sur le rocher. Enfin, il y a vraiment un réalisme incroyable. Et toujours cette manière de pointer le regard des animaux. Voilà, il y a vraiment un dialogue entre l'artiste et l'animal à chaque fois qu'elle fait ce type de peinture. Donc voilà, donc une œuvre extrêmement belle que Gambart d'ailleurs. Donc ça, c'était un dessin préparatoire pour une œuvre qui devait être réalisée à l'huile. Enfin, Gambart trouve ça tellement joli comme ça qu'il l'achète avant même qu'elle ait le temps de réaliser l'étape suivante. Donc vous voyez, c'est vraiment une grande fascination déjà du marchand pour son artiste. Et on retourne donc plus près de chez nous. Elle rentre évidemment en France et donc va parcourir comme d'habitude, je dirais, toute la campagne française, se rend dans les Pyrénées. Et je trouvais que cette peinture avait un charme fou, donc petit format pour le coup. On voit des ânes, voilà, des ânes au premier plan, des ânes des pyrénéens, donc et le muletier derrière, et on aperçoit même un chamois au pied donc de l'âne marron. Et vous voyez encore l'âne, en fait c'est lui qui est portraituré. On voit son regard, on voit donc son profil et de face pour celui d'à côté, mais en fait le muletier est au second plan. On ne voit pas son visage, on voit un peu de nature morte au premier plan à gauche. On voit le paysage qui est sensationnel, en fait, voilà, avec la lumière sur les cimes, etc., un peu de neige, la verdure, enfin tout ça, avec le jeu de la lumière, des ombres portées, etc., enfin tout ça est extrêmement bien rendu. Et donc l'intérêt est porté évidemment à l'animal et le rendu de son regard, de sa fourrure, etc. Alors, image suivante. Où est-ce que ma flèche... Voilà, excusez-moi, parfois je la perds. Toujours les Pyrénées, le sevrage des veaux. Donc là, on en revient au monde de ces vaches, de ces veaux. Toujours les montagnes derrière. Vous voyez, elle portraiture encore les petits veaux qui sont donc séparés de leur mère, que l'on voit à l'arrière, la mère qui est encore très triste de se séparer de ces petits veaux qui veulent rejoindre l'autre camp. Vous voyez la manière dont il dépeint ça quand elle dépeint ça avec beaucoup de douceur, avec une très belle lumière. On a cette petite cabane sur la gauche où on aperçoit
un peu d'éléments qui devaient appartenir au berger, qui est complètement absent de la scène. On n'a que des animaux et la nature. On a juste cette petite cabane de pierre avec quelques éléments qui font penser qu'évidemment la présence de l'homme est bel et bien cachée, mais bien présente. Et donc on a voilà, les vaches dans le lointain, enfin une manière de décrire l'horizon et la nature avec beaucoup de talent. Alors, voilà. Grâce à tous ces succès accumulés, et notamment le marché aux chevaux, Rosa, qui était installée donc à Paris, dans un atelier dans le 14e arrondissement, qui donc finissait par manquer de place tellement elle avait de travail. Non seulement elle avait du travail, mais en plus elle avait amassé à côté d'elle dans son appartement, enfin dans son petit hôtel particulier, atelier à Paris, des quantités d'animaux. Parce que c'est pas le tout d'être peintre animalière, mais elle aimait aussi les animaux, donc elle avait besoin de la présence de ces animaux. Sauf que ça commençait à manquer de place et à Paris, et aussi, elle avait tellement de succès qu'elle était sans arrêt dérangée par des collectionneurs, acheteurs, etc., qui venaient donc la voir dans son atelier parisien. Donc ça devenait impossible pour elle pour travailler. Donc elle décide de déménager et de s'installer dans ce château qu'elle va acheter à Bitomery. Nous sommes là à une petite heure de Paris, même pas, donc près de Fontainebleau, en lisière de la forêt de Fontainebleau, et elle tombe amoureuse de ce petit château. C'est pas immense, mais c'est quand même pas non plus minuscule, et donc elle achète ce petit château qui lui permet d'être à la fois loin de Paris et près, donc il y a beaucoup d'avantages. Elle est entourée d'à peu près de 4 hectares de terrain, en lisière de la forêt de Fontainebleau, et elle va pouvoir y installer sa ménagerie, parce que c'est pas tout, mais elle a 300 animaux avec elle. Donc il faut les installer. Et donc ce petit château présente tous les avantages pour pouvoir recueillir et l'atelier de l'artiste et tous ces animaux. Donc elle s'installe là avec Nathalie Mikas et la mère de Nathalie Mikas, qui en quelque sorte adopté donc la jeune Rosa une fois que son père est mort. Et donc Nathalie Mikas et sa mère vont s'occuper de l'intendance, de la gestion du domaine, s'occuper des animaux, et elle va s'enfermer dans son atelier qu'elle va baptiser son sanctuaire. Alors ce château aujourd'hui se visite. C'est à 1 heure de Paris. Il a été racheté récemment je dirais il y a 4 ans, quelque chose comme ça, par une femme qui s'appelle Catherine Brault, qui est tombée là-dessus par hasard, qui s'est tombée amoureuse de l'endroit et qui s'est passionnée par l'histoire de Rosa Bonheur et qui a décidé de recréer donc la maison Rosa Bonheur avec son atelier, etc. Et qui aujourd'hui l'a ouvert au public et qui est donc un magnifique château à visiter avec toute l'histoire de Rosa Bonheur. Donc voilà Rosa dans son atelier, donc qu'elle appelait son sanctuaire. Et donc c'était un espace central au milieu du château qui donc assez grand évidemment, où elle s'enfermait quasiment pas 24 heures sur 24, mais pas loin, parce que le reste du temps elle était dans son parc à côtoyer ses animaux pour justement capter une posture, un regard, je ne sais quoi. Et donc elle passait beaucoup de temps dans ce très bel atelier qu'on l'on visite évidemment là-bas. Donc vous voyez là on a une Rosa Bonheur trônant au milieu. Elle est en pantalon, elle a les cheveux courts, donc elle a un côté assez masculin, elle a un tablier. Elle nous regarde avec beaucoup d'aplomb et elle tient évidemment des pinceaux. Elle est devant une œuvre qui représente des lions. On va reparler des lions tout à l'heure. Derrière elle, il y a des chevaux. On va reparler de ce tableau aussi tout à l'heure. Et vous voyez, tout autour d'elle, il y a des toiles par terre, des dessins, des tableaux. Il y a derrière une table avec des quantités d'objets divers et variés, des bouquets de fleurs, des statues, des animaux empaillés, etc. Enfin voilà, on est dans une ambiance très chaleureuse qui est vraiment son royaume et d'où elle va évidemment se concentrer pour travailler bien plus à l'abri qu'à Paris, parce qu'à Paris ça devenait extrêmement compliqué. Donc voilà, donc c'est une œuvre très importante faite par une certaine George Achille Fould, donc une autre femme artiste qui va donc fréquenter Rosa Bonheur et faire ce magnifique tableau qui se trouve donc au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Ma petite flèche a encore disparu. Voilà. Et donc, voilà une autre vue de l'atelier.
de Rosa Bonheur. Et ce qui est important là, c'est de voir, donc, vous voyez qu'elle est debout, elle est en robe, là, dans les tons rosâtres, et elle reçoit Sa Majesté l'impératrice Eugénie, qui rend visite en voisine, puisqu'elle est installée au château de Fontainebleau, à la jeune artiste Rosa Bonheur, qui a un tel succès qui mérite donc la visite de l'impératrice. Donc nous sommes dans l'atelier, on a une toile au fond qui représente donc des biches et un cerf que je vous montrerai tout à l'heure. Et un beau jour, donc l'impératrice qui a eu vent de Rosa Bonheur vient la visiter donc dans son atelier avec sa cour. Vous voyez, il n'y a que des femmes qui sont toutes en robe. Il y a un homme qui regarde le tableau, mais sinon toutes les femmes sont en robe et Rosa aussi. Elle a évité de mettre un pantalon ce jour-là. Et en fait, l'impératrice va être fascinée par son œuvre, lui faire des commandes évidemment, et va la faire décorer de la Légion d'honneur. Et ça, c'est la première femme en France qui reçoit une telle distinction, donc chevalier de la Légion d'honneur. Et donc évidemment, ceci va donner encore plus de galon à Rosa, qui était déjà pas en peine de cela, et donc elle va avoir une reconnaissance officielle tout à fait importante grâce à la visite de l'impératrice Eugénie. Voilà une autre photo donc de Rosa Bonheur, non plus avec Nathalie Mikas, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais avec une certaine Anna Klumpt, et c'est Anna Klumpt qui fait le portrait que vous avez à côté. Alors, Rosa Bonheur ne se mariera jamais, n'est pas favorable au mariage. Elle a vécu finalement presque toute sa vie avec donc Nathalie Mikas, avec qui elle est extrêmement liée. Donc on a parlé de sororité entre elles. Il se trouve qu'à l'époque, quand beaucoup de femmes célibataires qui refusaient le mariage se mettaient créer des sororités, parce qu'il fallait vivre correctement, et le fait de cumuler donc les patrimoines de 2, 3, 4 personnes pouvait faciliter la vie de ces femmes. Et donc, on parle de sororité en ce qui concerne donc Nathalie Mikas et Rosa Bonheur. Et malheureusement, Nathalie Mikas va mourir une dizaine d'années avant Rosa Bonheur. Et donc, pour Rosa Bonheur, c'est un drame, évidemment un grand drame. Et elle va rencontrer une certaine Anna Klumpt, qui est américaine, qui est une artiste, qui a entendu parler de Rosa Bonheur aux États-Unis, parce que, comme vous le savez, les marchés aux chevaux est au Metropolitan Museum. Ernest Gambard en fait une publicité faramineuse au niveau international pour Rosa Bonheur. Donc, beaucoup de tableaux vont passer par les États-Unis. Et donc, Rosa Bonheur est connue aux États-Unis. Et un beau jour, elle reçoit la visite de Anna Klumpt, qui est une jeune artiste, qui a à peu près 34 ans de moins que Rosa Bonheur, et qui se rend chez elle au château, parce que Rosa Bonheur reçoit beaucoup d'Américains justement qui viennent lui rendre visite, des collectionneurs, etc. Et comme Rosa Bonheur ne parle pas anglais, elle a besoin d'une interprète, et Anna Klumpt est son interprète. Donc Anna Klumpt rend visite à Rosa Bonheur, va faire des traductions, et à partir de ce moment-là, grande amitié naît entre les deux femmes. Anna Klumpt est obligée de repartir aux États-Unis parce qu'en fait, elle n'était là qu'en transit, je dirais, un bref passage à Paris. Et il va y avoir toute une correspondance qui va s'établir entre les deux femmes pendant un ou 2 ans, jusqu'à ce que Rosa Bonheur lui dise « Bon, venez donc vous installer chez moi, au château de Bitomery ». Et Anna Klumpt, trop heureuse de cette proposition, vient s'installer chez Rosa Bonheur, va faire le portrait que vous avez sur la gauche, qui représente donc Rosa Bonheur à son chevalet. Elle est souriante, mais vous voyez, on voit un petit peu la prestance de la femme, qui est en l'occurrence qui est habillée en robe, qui montre sa décoration de la Légion d'honneur que l'on voit très distinctement sur son costume. On voit des chevaux sur la toile à côté, sa palette, ses pinceaux, et elle tient dans la main un dessin. Je vais vous parler de l'importance du dessin chez Rosa Bonheur dans un instant, mais vous voyez, elle a cumulé un peu tout la fine fleur donc, de Rosa Bonheur. Et vous voyez la toile que l'on voit au fond, c'est une toile représentant des chevaux. Le monde des vaches, des bœufs, etc. est loin pour Rosa. Maintenant, son grade, je dirais, s'est élevé, et elle ne peint
voilà, elle va peindre des animaux beaucoup plus nobles et elle se présente avec justement ces tableaux beaucoup plus nobles. Donc voilà, un très beau tableau. Anna Klump va rester une dizaine d'années auprès de Rosa Bonheur. Rosa va faire d'elle sa légataire universelle. C'est elle qui va s'occuper à la mort de Rosa, de toute la vente des objets, et elle va essayer d'en racheter la plupart. Je vous dis que les frères et sœurs de Rosa n'étaient pas très heureux de tout ça, et beaucoup de jalousie, etc. Mais c'est elle qui va gérer donc le décès de Rosa Bonheur, qui va essayer de sauvegarder le château, d'acheter un maximum d'éléments de Rosa Bonheur pour pouvoir débuter un début de musée Rosa Bonheur. Et elle va aussi écrire une biographie qui est une référence de la vie de Rosa Bonheur aujourd'hui, qui est encore la référence absolue de la vie de Rosa Bonheur. Voilà donc un certain nombre de dessins. Rosa Bonheur a été initiée au dessin par son père. Son père était paysagiste, dessinateur, et à l'époque, il faut savoir que les femmes n'avaient pas le droit de rentrer aux Beaux-Arts. Et que les hommes y étaient autorisés. Et donc, une femme, si elle voulait essayer de trouver sa place, était un peu obligée de s'initier au dessin et de devenir extrêmement douée en dessin. Et donc, en fait, Rosa a été initiée au dessin par son père et elle a toute sa vie, elle n'aura de cesse que de faire des dessins. D'ailleurs, vous avez vu sur ses portraits, on la voit toujours avec une feuille en train voilà, le dessin est la base de son art. Quand elle n'est pas en train de peindre dans son atelier, elle dessine au milieu de sa prairie des différents animaux qui l'entourent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 300 animaux, et effectivement, il y en avait 300. Je crois que sans rire, chacun avait un prénom, sauf que je ne peux pas vous les restituer. Et elle allait voir chaque animal un par un et essayer de croquer au mieux un regard, un profil, un mufle. Vous voyez, là, je vous ai mis des vaches. Vous voyez comme elles s'intéressent au regard, on voit l'œil de l'animal. On a des cerfs, alors de face, de profil, de côté, etc., dans toutes les postures possibles et imaginables. Même chose pour les chiens, j'en passe, c'était meilleur. Tout le monde a été passé au crible par Rosa Bonheur, qui finalement avait une espèce de répertoire de dessins qui était tel que quand elle s'enfermait dans son atelier, eh bien, si elle voulait peindre un cerf, elle avait 1001 exemples, je dirais, pour se nourrir et donc réaliser son tableau. Donc ça a été vraiment, le dessin était pour elle, mais extrêmement important. Elle est devenue elle-même professeure de dessin par la suite et elle ne cessera de dire à ses élèves le dessin, le dessin, le dessin, avant d'en venir évidemment à la peinture à l'huile ou à autre chose. Donc voilà, donc la primeur du dessin est extrêmement importante. Et là, je vous ai mis que quelques images, mais j'aurais pu vous en mettre beaucoup parce que dans l'exposition, il y avait des quantités de dessins qui étaient montrés. Donc voilà, Rosa, grâce à tous ces dessins, va réaliser donc de très beaux tableaux. Vous voyez comment elle aime la nature. Je vous ai mis je dirais un portrait de tronc sur le côté. C'est vraiment elle adorait cette nature et elle a beaucoup de reconnaissance à l'égard de son père qui l'a vraiment initiée à tout ça. Et elle disait, voici des arbres que j'aime à la folie, ces chênes, ces hêtres, ces bouleaux, ces genévriers. En fait, elle s'enfonçait dans la forêt de Fontainebleau, elle allait retrouver parfois d'autres peintres et elle scrutait la nature et la restituait ainsi. Et là, vous avez un tableau qui est gigantesque, qui s'appelle Le Roi de la forêt. Alors là, c'est l'affiche de l'exposition précisément, donc il est très grand format. Ce tableau donc a été fait dans les années 1878. Il représente donc un cerf, qui est donc en fait un cerf qu'elle avait adopté, qui s'appelait Jacques. Jacques habitait donc dans son parc, à Bitomery. Et là, elle le fait poser, je dirais, dans la forêt de Fontainebleau, avec donc toute son élégance. Vous voyez, enfin, le roi de la forêt, là, je dirais un portrait royal, comme on a vu finalement, pour le couronnement la semaine dernière à la télévision, ou celui-là, finalement, voilà, celui-là est presque plus beau. On a quelque chose de splendide avec cet animal qui nous regarde. Donc, il y a vraiment un dialogue entre l'artiste et l'animal. Ces bois
qui vont presque jusqu'au sommet de la toile, le pelage, la posture, l'élégance, etc. Le tout dans des arbres magnifiques à l'arrière, avec donc cette lumière douce qui pénètre à travers les cimes. Vous voyez aussi comment elle arrive à rendre l'humidité de la mousse à l'arrière, avec les feuilles d'automne qui donnent ce ton orange, etc. Enfin, vraiment l'air, l'humidité, la lumière, la personnalité de l'animal ressort très nettement. Et donc, quand elle va réaliser ce tableau qui va avoir un immense succès, elle va être décorée de titre d'officier de la Légion d'honneur. Donc, on passe une étape au-dessus. Donc là, c'est la consécration absolue. Gambart va s'emparer de ce tableau, qui va vite aller rejoindre les États-Unis. Il va faire il va être présenté donc à Chicago, etc. Enfin, c'est un succès incroyable. Et il va être acheté donc collection particulière, comme vous voyez, une collection particulière américaine, donc aux États-Unis. La France est toujours un peu au ralenti pour acheter des œuvres. Même de Rosa Bonheur, alors que déjà on sait que pour les impressionnistes ça a été compliqué, mais alors pour Rosa Bonheur c'est le cas aussi. Donc voilà la forêt de Fontainebleau avec ce tableau qu'on voyait au fond au moment de la présentation quand l'impératrice est venue décorer et s'est rendue dans l'atelier de Rosa Bonheur, on voyait ce tableau, donc forêt de Fontainebleau, magnifique troupeau de biches avec le cerf donc, qui est au premier, enfin, sur la gauche et qui justement, vous voyez, son port altier est en train de scruter l'horizon pour savoir si la traversée est saine et sauve. Et on voit les biches à l'arrière donc, qui suivent le mâle qui traverse une petite, je sais pas, quelques flaques d'eau et on voit le reflet donc, de ces biches dans l'eau. C'est quand même d'une beauté incroyable. La gracilité donc des biches, les pattes toutes fines, il y a même l'eau qui goûte d'un des sabots. Et vous voyez donc les jeunes faons frôlant leur mère et toujours donc ces bêtes essayant de nous regardant et nous interpellant. Il y a toujours le jeu du regard. Le ciel est splendide, la nature est parfaite. Voilà, il y a vraiment un grand talent dans la description donc, de ce monde animal. Et celui-là, alors j'ai un coup de foudre pour ce petit faon qui est en train de mourir, ce chevreuil blessé, on aperçoit vaguement du sang s'écouler de sa patte. Vous voyez, donc il est couché dans une espèce de gestuelle, enfin de posture tout à fait courbe. Et on voit le regard de l'animal qui souffre et qui va s'éteindre tout doucement, le tout au pied d'un tronc d'arbre dont on aperçoit l'écorce. Vous voyez aussi le pelage de l'animal, la manière dont elle traite les oreilles, l'arrière-train, les pattes, etc. Enfin, il y a vraiment voilà, une immense maîtrise de la part de l'artiste. Voilà, donc dans les années après la guerre de 1870, de la guerre contre la Prusse, elle va se délecter à réaliser des portraits de fauves. Faut y aller, c'est quand même compliqué. Alors à l'époque, les artistes allaient au Jardin des Plantes pour réaliser ce type de tableau. Mais elle va commencer par le Jardin des Plantes, après elle va adopter des lions dans son parc de Bitomery. Donc il va y avoir des lions, et donc des lions qui vont être adoptés très petits, donc elle va dompter en quelque sorte avec l'aide de son vétérinaire, et qui vont devenir enfin les chats de la maison, quoi. Et donc c'est incroyable d'avoir cette audace et cet amour de l'animal à ce point. Donc, il y avait une famille de lions qui habitait chez elle. Il y avait un vétérinaire à plein temps, évidemment, qui s'appelait le commandant Rousseau, qui était devenu son meilleur ami. Il valait mieux, d'ailleurs, parce qu'il passait son temps, évidemment, à Bitomery, et elle va se mettre à faire donc des représentations de fauves, comme ce très beau tableau qui est très grand, vous voyez, donc le lion chez lui. Donc chez lui, c'est chez elle en quelque sorte. Alors, en dehors du fait que derrière, on aperçoit un peu une végétation de cactus. Elle va se rendre extrêmement souvent à Nice
parce que Ernest Gambard l'invite très souvent sur la côte où il a une grande propriété. Et vous savez que sur la côte, il y a beaucoup d'Anglais. Donc les Anglais connaissent Rosa Bonheur parce qu'elle a séjourné en Angleterre, que ses tableaux sont connus en Angleterre. Et donc elle va avoir beaucoup d'acheteurs anglais en réalité. Et là, donc elle fait cette famille de lions, ce lion chez lui avec la famille type, monsieur, madame et leurs 3 enfants. Voilà, donc le lion derrière, vous imaginez le pelage, le regard, la fourrure, les moustaches que l'on distingue très bien. Et la lionne au premier plan avec ses petits lionceaux qui sont nichés entre ses pattes, en train de jouer. Enfin, il y a une tendresse incroyable. C'est vraiment la famille idéale. Voilà, la famille un peu de la fin du 19e siècle, comme on peut l'imaginer. Vous voyez la manière de traitement de la lumière, du pelage, du regard. Toujours, on a l'impression que vraiment les yeux sont voilà, photographiés, quoi. Bon, on est proche de la photographie par certains égards, je trouve. Voilà un autre lion, le Cid, un portrait où là, elle s'amuse, en fait, et je vous ai mis 2 photos en parallèle. Le lion, vous imaginez l'envergure de la tête du lion, et à côté, on a un petit Toutou le bien-aimé qui est absolument microscopique, voilà, et qui était son petit chien fétiche qui côtoyait le lion, et puis tout le reste, singe et tout ce qu'on veut, quoi, sanglier et autres, dans le parc de Bitomery. Et là, le petit Toutou est installé sur un coussin, un petit peu comme les chiens de la reine d'Angleterre, je dirais. Vous voyez, on voit son regard toujours, hein, le grelot attaché à son cou, ses petites pattes, tout est rendu avec un soin incroyable. Et à côté, on a le lion, le Cid. Donc évidemment, l'échelle est différente, mais vous voyez la manière dont elle traite le regard, la fourrure, la moustache et tout ça. Il y a quand même quelques points communs, même si l'échelle est très différente. Il y a vraiment toujours cette espèce de réalité photographique dans ces peintures qui est quand même assez incroyable. Celui-ci, le chat sauvage, ce que j'aime bien dans ce chat sauvage qui, pour une fois, ne nous regarde pas. Beaucoup des animaux sont en dialogue avec l'artiste. Là, il est de profil, c'est que son pelage se confond avec la mousse qui est au sol. Donc, il y a vraiment... on les distingue et à la fois, elles se mélangent avec beaucoup d'adresse. Donc, c'est assez étonnant. On sent vraiment la douceur du pelage de l'animal. Et on voit ses moustaches, les oreilles qui sont traitées avec une science incroyable. Vous voyez ce regard qu'elle avait sur l'animal, cette maîtrise. Tout ça, c'est à cause du dessin dont elle ne se séparait jamais, jamais, jamais. On voit l'écorce de l'arbre, tout ça, il y a un jeu de couleurs, une palette incroyable là, avec ce mélange. Et avec ça, on distingue l'animal de la nature. C'est ça qui est assez incroyable. Voilà, alors ça, c'est un tableau qui a eu beaucoup de succès à l'exposition, qui s'appelle Barbaro après la chasse. Barbaro est un chien de chasse qui là revient de la chasse et qui, vous voyez, après avoir couru probablement toute la journée et avoir ramené de nombreux animaux à son maître, est attaché à un mur où son nom est écrit. Vous voyez, il est fatigué et malheureusement, il est attaché trop court pour pouvoir se poser. Il ne peut rien faire. Là, il a même un os au sol qu'il ne peut même pas attraper tellement il est serré court. Donc, le chien a l'air abattu. Il a les oreilles qui tombent, il a le regard d'une tristesse incroyable. Vous voyez, rougi presque comme s'il pleurait sous nos yeux. On voit cette truffe dont on a envie de serrer entre nos mains et puis toujours ce pelage. On voit derrière, donc, sur le baquet, vous savez, sur la gauche, qui a servi à le laver. Il devait être sale à mourir, évidemment, en rentrant de la chasse, etc. Donc voilà, on a une fiche d'identité, en fait, de l'animal là, qui est décrite avec une telle véracité dans le regard, l'émotion, voilà, et puis qui aussi nous met à partie comment traitons-nous les animaux. Et en fait, elle va devenir une des premières membres de la SPA en 1845. Vous voyez, elle interroge en fait le rôle de l'homme par rapport à l'animal et la justesse de sa posture. Image suivante, on arrive près de la fin. À la fin de sa carrière, Rosa, donc, Nathalie Mikas va mourir, grande tristesse.
va arriver Anna Klump. Et un jour, elle reçoit, elle est au courant de la visite d'un certain Buffalo Bill qui vient en France pendant plusieurs mois pour faire une présentation avec donc ses chevaux et sa troupe d'autochtones, donc d'Indiens Lakota, pour faire des démonstrations à Neuilly pendant plusieurs mois. Alors là, elle est fascinée, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y. Donc, elle y va et elle se rend donc à ce show de Buffalo Bill. Et là, elle est totalement enthousiasmée par le personnage, par tous les Indiens, il y en a une centaine qui sont présents, les animaux, la manière dont s'établit la relation entre ces hommes et l'animal. Et là, elle va devenir totalement fanatique de tout cela. Et résultat, elle va faire ce très beau portrait de Buffalo Bill qu'on a sur la droite et qui est donc un portrait qui va avoir beaucoup de succès. Même Buffalo Bill ne voudra pas s'en séparer tellement il est fier de ce portrait. On voit l'homme donc élégamment habillé, mais avec le costume traditionnel donc, de sa région américaine, chevauchant donc son cheval. Et c'est le cheval qui nous regarde et non pas Buffalo Bill. Toujours cet intérêt, ce dialogue avec l'homme derrière. Et donc la nature tout à fait française, hein, parce qu'elle ne va jamais aller aux États-Unis. Elle en rêve, et Dieu sait qu'elle est connue là-bas, mais elle ne pourra jamais y aller. Et vous voyez, l'Indien sur la gauche. L'Indien, lui, chevauche à cru son cheval et il est nu lui-même, quasiment nu. Voilà un homme qui sait établir le contact avec l'animal. Il n'y a pas de pouvoir, de prise de pouvoir de l'homme sur l'animal. Il y a juste une symbiose, je dirais, de l'homme et de l'animal. C'est ça qu'elle veut. Il y a une volonté, en quelque sorte, de défendre l'animal, ça c'est sûr, mais aussi de prendre le parti aussi à cette époque-là, de tous ces Indiens qui sont décimés dans l'Ouest américain, avec cette conquête de l'Ouest précisément. Et c'est cette grande période où elle s'intéresse à ça. Elle s'intéresse de loin parce que de toute façon, elle ne pourra pas y aller. Mais s'intéresse de loin. Et puis, c'est cette période en France où on s'intéresse à l'orientalisme. Alors, elle, c'est l'Ouest américain. D'autres vont aller en Afrique du Nord. Enfin, voilà. Donc, c'est son orientalisme à elle de défendre la cause des Indiens américains. Donc, même si elle ne s'y rendra jamais. Donc, voilà un beau témoignage de tout cela. Donc, on arrive à la fin de sa vie. Elle est installée toujours à Bitomery et elle est accompagnée par Anna Klump, qui écrit sa biographie, qui s'occupe du domaine, qui prépare l'étoile, etc. Et elle va se faire construire un nouvel atelier dans le parc de Bitomery parce que voilà, elle a besoin de plus de lumière, enfin, etc., que l'atelier précédent. Et elle va réaliser cette immense toile, donc vous voyez 3 mètres sur 6, c'est quand même pas rien, qui s'appelle donc la foulaison du blé en Camargue. Là, c'est une peinture équestre. On assiste en fait à cette danse de chevaux qui tourne sur un champ donc, où est étendu du blé. Et l'idée, c'était de fouler ce blé et qui pourra être récupéré par les meuniers par la suite. Donc, c'est comme ça qu'on on récupérait les grains de blé. Et donc, on voit cette danse de chevaux sur les blés amassés. On aperçoit une charrue sur la gauche avec des bœufs dans le lointain. Et il y a donc au milieu de ces chevaux un homme. Il n'y a qu'un seul cheval qui soit monté. Cet homme, il a un fouet. Voilà, c'est bien le problème. Et le cheval qu'il monte, il le tire tellement fort qu'on voit le visage du cheval se crisper, alors que les autres sont en pleine liberté et cavalent tranquillement. Voilà, toujours ce contraste entre ce traitement de l'homme vis-à-vis de l'animal et la liberté des autres. Vous voyez la beauté de la robe des chevaux, quoi. Le contraste des couleurs, le tout sur ce tapis jaune avec ce magnifique ciel. Voilà. Cette œuvre sera inachevée, elle n'est pas signée, parce qu'elle va mourir avant la fin de ce très beau tableau. Et pour finir, je vous ai mis ce très beau tableau qui est inachevé aussi, qui s'appelle Chevaux en liberté, pour le coup, vous voyez. En fait, c'est un immense tableau, enfin oui, immense, peut-être un peu moins grand que le précédent, mais quand même. Et là où on voit à la fois le travail de dessinateur, de dessin,
puisqu'on imagine tout ce travail préalable à la composition et à la fois ce travail de peintre, parce qu'il y a bel et bien de la peinture. Et on aperçoit donc cette cavalcade de chevaux en liberté. Toute sa vie n'a été que vous recherchez cette liberté pour elle-même et pour les animaux, évidemment. Et en fait, ce sont des chevaux qui échappent à un incendie, donc qui s'enfuient. C'est d'où cette cavalcade impressionnante avec ces chevaux qui arrivent presque sous notre nez. Vous voyez donc la manière dont elle arrive à rendre avec quelques lignes, justement, la vitesse, la puissance de ces bêtes, la course de ces bêtes. Et puis, donc, les animaux au premier plan, il n'y en a qu'un qui est à peu près finalisé, c'est celui sur la droite. Vous voyez, dans ces tons marron extrêmement beaux, mais les autres, non, elle n'a pas fini de les peindre. Donc, et encore l'importance du regard, voilà, et du mouvement et de la puissance et évidemment de cette grande liberté qui lui a été si chère. Et voilà, donc c'était ma dernière, enfin si, j'ai un autre. Donc, Rosa Bonheur va mourir à Bitomery, donc le 25 mai 1899, avec donc quelques œuvres inachevées, dont les 2 dernières que je vous ai montrées. Elle va totalement tomber dans l'oubli. Heureusement que Anna Klump va s'occuper de sa succession, au grand désespoir de ses frères et sœurs, qui auraient bien voulu attraper quelques éléments. Donc elle va procéder à une vente vente aux enchères. Elle va essayer de racheter un maximum d'éléments qui vont être préservés dans le château. Elle va monter un musée Rosa Bonheur dans le château de Fontainebleau. Et donc ce château va être plus ou moins abandonné par la suite parce que Anna Klump ne va pas se marier, évidemment, et donc pas de succession. Et donc c'est une certaine Catherine Brault qui a acheté ce château il y a quelques années et qui l'a remis à l'honneur. Donc je vous invite si vous êtes intéressé par la vie et l'œuvre de Rosa Bonheur, à lire ce livre. J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau. On dit long sur la personnalité donc, de Rosa Bonheur, écrit par Patricia Bouchenaud-Deschamps, qui est vraiment connaît très très bien tout ça et qui a participé à la restauration du château. Patricia Bouchenaud-Deschamps a participé à la restauration du château de Bitomery, donc elle connaît bien et elle maîtrise extrêmement bien la vie de Rosa Bonheur. Et donc c'est un vrai plaisir à lire. Voilà. Merci beaucoup, Lina. Donc, j'ai fait une petite recherche et effectivement, c'est Anna Klump qui était la légataire universelle de Rosa Bonheur. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. On reste quelques petits instants ensemble et vous pourrez poser vos questions. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte bleu. Si vous n'y arrivez pas, vous allez recevoir par mail dans quelques minutes normalement le lien. Et sinon, je vous le mettrai dans la barre de conversation dans quelques instants. Nos autres projets, donc vous avez toujours les livres audio et les podcasts qui se téléchargent gratuitement sur le site movadom.com. Vous pouvez vous inscrire à nos prochaines visios sur le site movadom.eventbrite.com et puis notre chaîne YouTube à Gwendoline et à Movadom avec tous les replays de toutes les visioconférences. Et donc celle-ci devra être dans la soirée sur YouTube, disponible gratuitement. Notre prochaine visio, c'est lundi prochain, le 15 mai, à 14h30. On parlera avec Adapsia de la prévention des chutes, comment s'en prémunir. Si vous avez des questions, c'est sur un petit mail à contact@movadom.com. Merci encore à la conférence des financeurs du département de Paris et merci beaucoup, Lina.